Mesdames, messieurs, merci d'être là. En petit comité, mais c'est ça qui est important finalement, pour discuter ensemble donc de la place des mécaniciens dans l'industrie digitale. Je vais présenter ceux qui sont autour de la table. Pour commencer, Jean-Hugues Ropoteau. Jean-Hugues, tu es le président de FANUC pour la France. Absolument. FANUC ne se présente pas quand on est dans le monde industriel, mais enfin quand même, on peut en dire quelques mots. Alors, FANUC est leader mondial de la robotique industrielle. Voilà. Mais on a également une activité commande numérique et une activité machine-outil. Moustapha El Bouchouafi, salut Moustapha, directeur général de Zeiss Industrial Quality Solutions. Là aussi quelques mots, on est dans la mesure. Hein. Oui, exactement. Merci pour l'invitation pour ce sujet très important. Moi, je représente la société Zeiss en France. On est les leaders mondiaux dans la métrologie. Voilà. En plus de ça, le groupe Zeiss, ça représente 35 000 collaborateurs. Et la métrologie, c'est un grand pilier de cette activité. Et Nicolas Lemoigne, salut Nicolas, directeur des ventes Europe et autre chose d'ailleurs, il n'y a pas que Europe. Enfin bref. Il y a Europe, Moyen-Orient, Afrique et Russie. En ce moment, c'est très populaire. Russie moins maintenant. Ouais, moins. De Mastercam. Alors, tu colles le micro à ton menton, voilà, et comme ça. Mastercam, du coup, éditeur de logiciels de CFAO. Voilà. Nous sommes leader mondial dans ce domaine, sur le critère FAO, du fraisage en passant par le tournage, électro-érosion fil. Fraisage, tournage, robotique aussi. Voilà. Moustapha, je démarre avec toi, parce que tu dis là, sujet capital, très important, la place des mécaniciens dans l'industrie digitale. Pourquoi? Qu'est-ce que tu y mets? Qu'est-ce qu'il y a de si important que ça? Vas-y, on a le temps de se parler, mais ça fait une bonne entrée en matière, je trouve. Vous savez, là, il y a des grands efforts, beaucoup d'énergie qui est faite au niveau de développement des moyens de mesure, ou bien au niveau des logiciels, au niveau des infrastructures de l'IT. Après, quand les machines sont installées, quand les concepts sont validés, il faut quand même réaliser ce qu'on a imaginé. Bon, on développe des prototypes, on valide des étapes de validation technique, validation commerciale. On peut commencer à commercialiser les produits et parler des processus, mais à un certain moment, on arrive à un moment où on doit installer les machines. Les machines sont installées. Après, il y a une grande partie qui est la maintenance des machines. Parce que si les machines ne marchent pas, il y a des problèmes de réparation, on n'arrive pas à les réparer. Là, tout le processus qu'on a imaginé perd beaucoup de force. Du coup, le métier dont on parle, moi je le vis dans mon quotidien, les techniciens, c'est très très important pour la continuité déjà de nos relations avec les clients et aussi pour assurer que les processus de clients atteignent le but qu'ils ont imaginé. Bien sûr. Or là, aujourd'hui, ce que tu constates? Aujourd'hui, je le constate et je le vis et j'essaye de le résoudre avec mes moyens que le processus de recrutement, pas le processus de recrutement, c'est une rarité. Les mécaniciens avec des connaissances qui peuvent répondre aux exigences du métier, ils sont une rarité. Et notre métier là de la technicité, le service, et la maintenance, le suivi, c'est un métier très classique qui n'est plus, excusez-moi l'audience, n'est plus sexy tel qu'il a été. On a un jeune homme là, juste devant vous, voyez, qui justement a fait de la mécanique et maintenant d'ailleurs fait du digital, de l'informatique, du numérique, pour coupler les deux. Jean-Hugues, démarrons aussi avec ce sujet, parce que finalement, et on est au cœur des Golden Tech, on est au cœur du sujet effectivement des compétences de la formation. Est-ce que là aussi, et démarrons comme ça, pour une boîte comme FANUC, c'est un frein finalement à votre expansion, avant d'aller s'interroger sur les causes de ce qui est en train de se passer? Alors, c'est un frein pour FANUC, mais pour toute l'industrie française. Le problème de la formation, d'ailleurs c'est pour ça qu'on s'implique beaucoup nous dans la formation, on fait des sessions de formation robotique, on a créé une espèce de challenge qui s'appelle les Olympiades de la robotique avec toutes les écoles de France pour les motiver à faire de la robotique et à les motiver à venir à l'industrie.
La problématique de base, c'est que, comme le disait Mustapha, les, les gens ne pensent pas à l'industrie, ont une vision de l'industrie erronée, une vision un peu Zola. Attends, on va aller sur les causes. Moi, je veux savoir concrètement ce que ça donne. Aujourd'hui, un roboticien comme Fanuc, où est-ce que tu vois des freins, en fait, à ta croissance, à ton expansion? Alors, les freins à la croissance, c'est effectivement le manque de formation, donc le manque de professionnels, le manque d'ingénieurs. Donc, à un moment... Mais aussi pour nos clients. Nos clients ont du Voilà. mal à avoir des ingénieurs formés, des techniciens. C'est compliqué de recruter à l'heure actuelle. Et ça, c'est un vrai frein à l'industrie. Ça veut dire le pognon est disponible, l'industriel veut investir, le robot est là, le marché est d'ores et déjà disponible et ouvert. C'est exactement ça. Voilà. Alors quand tu dis le pognon disponible, les aides d'État sont disponibles parce que malheureusement les entreprises françaises n'ont pas toutes des marges opérationnelles très formidables. On est d'accord. Ça, c'est un autre sujet. Mais effectivement, c'est un frein. Et nous, on a des clients qui nous disent « Ok, je veux bien acheter des robots, par contre, fournissez-moi aussi la main-d'œuvre, les roboticiens formés pour pouvoir faire marcher la ligne. » Voilà. Nicolas, alors toi, tu es dans le domaine immatériel. Je suis dans le domaine immatériel, le logiciel. Maintenant, je rejoins ce que Jean-Hugues et Mustapha ont dit. La formation, on est confronté aux mêmes difficultés. On voit bien qu'on équipe beaucoup de sociétés, mais souvent, nos industriels ont du mal à recruter. C'est un vrai problème, hein. C'est un vrai souci. On reçoit même des appels de clients qui nous disent on aimerait bien, on a des besoins de produire plus, on a besoin de vous acheter une licence, mais on n'a pas de candidat à mettre en face. Nicolas, est-ce que tu peux m'en trouver un? On est embêté. On sent que le système bouge d'un point de vue politique. Il y a aussi beaucoup d'industriels qui se réunissent pour ouvrir des écoles de production privées. C'est un sujet très intéressant, ça. Ça va prendre un peu de temps parce que ces écoles ouvrent. Elles sont ouvertes il y a 1 an, il y a 2 ans. Il y en a une qui vient d'ouvrir en septembre dernier, là. Ça va prendre un peu de temps pour former ces jeunes qui s'inscrivent dans ces nouvelles filières-là. Mais je pense que d'un point de vue étatique, on devrait aussi revaloriser ces filières techniques et mécaniques. Oui, alors, enfin, ce dont tu parles là est un fait très important qui est le Big Bang de la formation professionnelle. On peut peut-être ici, alors je vais le faire moi, je ne vais pas vous englober dedans, mais je vais le faire moi, rendre hommage à une dame qui pourtant a vécu des moments difficiles, qui est Muriel Pénicaud. Aujourd'hui, effectivement, les entreprises ont la capacité d'ouvrir leur propre centre de formation d'apprentis, des formations qualifiantes, des diplômes reconnus. Et il y a là effectivement quelque chose qui pourrait être très important. C'est vraiment fondamental. Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Encore une fois, nous, c'est ce qu'on a mis en place. On a un centre de formation, on forme les gens, on met des moyens que je qualifierais d'assez énormes dans un premier temps pour la formation. Tu peux nous dire, tu peux nous donner quelques chiffres justement, combien de gars vous avez, de gars et de jeunes filles d'ailleurs? À l'heure actuelle, on forme à peu près 3000 personnes par an. Donc ça veut dire qu'on a, en France, oui. Donc on a une quinzaine de formateurs. Voilà. Et le budget, une idée du budget mis en place? Le budget, voilà, comme ça, je dirais, c'est de l'ordre de 3 millions d'euros à peu près. Voilà, c'est ça, c'est de toute façon plusieurs millions d'euros. Et c'est intéressant. Et vous faites ça parce que c'est indispensable en fait à la poursuite de votre activité. On ne pourra pas accompagner nos ventes si on ne sait pas fournir des gens, former des gens de haut niveau, c'est pas possible. Donc voilà, et on vient pallier bien sûr à un manque sur le marché français. Voilà. Mustapha, continuons là-dessus parce que Zeiss aussi est très impliqué, je crois, dans les questions de formation. Est-ce que tu peux nous donner quelques détails là-dessus? On est très impliqué dedans, surtout qu'un petit aperçu sur Zeiss, nous on a la particularité qu'on est une fondation, ça veut dire déjà, moi j'ai le privilège que la maison mère me pousse d'aller dans cette direction. On n'est pas coté à la bourse, on n'appartient à personne, on ne paye pas de dividendes. Le sujet de l'éducation, c'est un sujet important et on investit beaucoup dedans. Mais même si tu veux investir, parfois, tu n'as pas beaucoup de pistes sur lesquelles tu vas investir parce que la matière première n'est pas là. Alors, je dis ça, là, les choses, il faut être un peu créatif sur ce sujet. Nous, on travaille beaucoup on prend beaucoup d'alternants. Et on a beaucoup de partenariats, plusieurs partenariats avec des universités qui sont dédiés aux métiers particuliers, l'aéronautique, l'automobile et les métiers qu'on croit dans lesquels on veut investir. Là, hier, par exemple, on a signé un partenariat avec l'ENSAM. C'est effectivement pour travailler ces sujets ensemble, avoir des sujets de recherche ensemble, mais tout le temps
dans le but ultime de former des gens qui peuvent servir l'industrie. Ça veut dire même les établissements publics, il faut qu'on les rapproche, il faut qu'ils ne soient pas trop en décalage avec l'industrie. Là, un autre projet sur lequel on est en train de travailler avec 2 industriels, c'est de faire des alternances alternées. Je m'explique. Ça veut dire une alternance qui est faite entre 2 entreprises. La société Zeiss, par exemple, nous, on forme des gens sur le contrôle de qualité. Mais on le fait pour des industries. On est un fournisseur qui accompagne des industriels. Ça serait bien si quelqu'un qui connaît le métier de l'automobile ou l'aéronautique. Alors, du coup, on va prendre des alternants qui vont faire la première année chez un aéronauticien, qui vont travailler sur la prod, méthode, et la deuxième année, ça va être le contrôle de qualité pour, toujours dans l'optique de parler de l'industrie 4.0, de couvrir toute la chaîne numérique. Ça veut dire l'ingénieur, la personne qu'on va former, en BET, en DET, ça dépend de parcours de la formation, elle va être quelqu'un qui parle pas qu'un seul métier, qui a une brique de métier. Mais on va commencer à l'enregistrer dans cet agenda, cette roadmap de l'industrie 4.0. On couvre tout le processus de la production. C'est un peu une idée, je ne vais pas dire innovante, on ne va pas révolutionner le monde de l'éducation. Non, mais c'est une prise en une main idée. du sujet, quoi. Ouais. Mais c'est un sujet qu'on veut tester et former des gens qui seront opérationnels dès qu'ils auront fini leurs études. Jean-Hugues, tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Non, mais je pense que c'est effectivement une démarche fondamentale. Alors moi, ça me fait un peu marrer parce que finalement, on voit qu'on a tous les mêmes solutions. Est-ce qu'il y en a une autre? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ouais. On travaille sur la même logique finalement et on essaye d'intéresser les enseignants, d'aller vers eux, de créer des passerelles quelque part. Et ça marche, parce que les gens sont demandeurs également. Donc voilà, c'est... Mais est-ce que tu as, à l'entrée à la formation, est-ce que la demande est là? C'est-à-dire, vous constituez une offre, mais est-ce que la demande est là? Est-ce qu'elle est en train de revenir? Alors, ça c'est une bonne question. Parce qu'effectivement, on en revient un peu au sujet premier, il faut arriver à rendre l'industrie attractive. Ouais. L'industrie, effectivement, on a une vision, enfin, les gens ont toujours une vision de l'industrie sale, difficile, des conditions de travail un peu complexes, parfois aliénantes. Tout ça, c'est complètement dépassé, ça n'existe plus. Une usine, c'est un laboratoire, les conditions de travail sont très propres, en plus avec un intérêt réel au niveau des machines-outils et de l'industrialisation. Donc c'est quelque chose qui est totalement différent. Et je pense qu'il faut qu'on arrive tous à communiquer un peu plus, par éventuellement des médias, des grands médias, pour expliquer que l'industrie doit être quelque chose de fondamental pour l'avenir, quoi. Ça fait un moment que la communication est lancée quand même, Jean-Hugues. C'est-à-dire que Ouais, mais moi-même, je crois que ça fait 10 ans que on reçoit des industriels qui expliquent ça. Une usine, maintenant, on peut manger par terre. Enfin bon, vous comprenez la formule. L'image est porteuse. L'image est porteuse. Il y a eu l'industrie du futur, cette formidable, ce qui s'est joué au Grand Palais il y a maintenant 3 ou 4 ans, là, cette formidable usine du futur qui a été montée au Grand Palais, ce qu'on voit ici, évidemment. Donc, et le pire de tout, c'est que les salaires dans l'industrie sont maintenant très attractifs. C'est-à-dire qu'un gamin qui a une formation se sort avec un salaire intéressant. Même un tourneur fraiseur dans les régions comme la vallée de l'Arve gagne énormément d'argent, plus qu'un ingénieur d'ailleurs, parfois. Donc c'est pour ça, mais je sais pas. bon, mais on va aller, non, mais parce qu'il y a évidemment d'autres éléments à mettre en avant. Nicolas, sur ce point-là, comment est-ce que tu vois les choses et sur le fait que ce sont les entreprises qui doivent bien prendre en main aujourd'hui ces questions de formation? C'est un bon sujet. On voit encore parfois certaines entreprises qui sous-estiment les bienfaits de la formation pour leurs propres salariés, notamment liés à l'outil de production. Parce que ce qu'on fait, alors moi je le virtualise, mais ce qu'on fait, c'est quand même piloter un centre de production derrière ou un robot qui a une tâche à effectuer, quelle qu'elle soit. Pareil pour le contrôle, j'imagine. Et donc ce centre de production, si l'opérateur n'est pas bien formé au logiciel, il n'aura pas toute la quintessence des fonctionnalités offertes pour pouvoir gagner en temps de programmation, en temps de production, en flexibilité lorsqu'on a différentes pièces à faire tourner. Et ça, c'est aussi un point essentiel. On a beaucoup parlé de la formation initiale pour pouvoir emmener les jeunes
vers cette filière. C'est lancé, mais ça va prendre du temps. Mais il y a aussi la formation des utilisateurs au sein de ces entreprises à avoir et à atteindre des niveaux supérieurs que ce qu'ils n'ont aujourd'hui. Et là, tu pointes un peu la responsabilité industrielle quand même de temps en temps. Ça arrive, effectivement. Ouais, ça arrive. Nous, on le rencontre, et je ne dis pas ça à mal, hein, mais on le rencontre souvent. C'est parfois un peu le problème du virtuel, c'est-à-dire que c'est pas palpable. Donc on achète un logiciel, on se dit que le coût du logiciel il a un certain prix, et du coup on a l'impression qu'on veut rogner sur le prix de la formation, ou que parce que c'est du numérique, on va cliquer sur 3 boutons et puis on sait faire tout seul. Ouais. C'est pas tout à fait comme ça quand même. On va piloter de la machine de forte expertise. Jean-Hugues parlait de la vallée de l'Arve, il y a du décolletage. C'est quand même des machines où il y a un certain nombre d'axes à piloter. Ce sont des machines complexes. Pour moi, il y a quand même cette part de responsabilité où il faut prendre conscience qu'on va piloter un outil de production. On est capable de calculer des temps, on est capable d'estimer des gains en production juste parce qu'on a mieux programmé en amont. Et ça, c'est vital. Et je fais le relais avec le fait que, ce que tu dis tout à l'heure, et que pour autant en France, on a beaucoup de moyens pour accompagner les entreprises à former les collaborateurs. Il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup d'accompagnement financier pour que ça se passe facilement et pour inviter les industriels à former les salariés. Oui, je suis d'accord. Je crois aussi qu'il faut le dire, les industriels doivent aussi balayer devant leur porte. C'est-à-dire qu'ils doivent aussi se prendre en main et considérer quand même qu'il y a des choses pour arriver au niveau de qualité que peuvent avoir les industriels allemands ou italiens, il faut aussi s'investir et mettre le paquet, ça c'est évident. Ouais, parce qu'il ne l'a pas dit là, mais ce qu'il me disait Nicolas quand on préparait le truc ensemble, c'est qu'ils vont dépenser des centaines de milliers d'euros dans une machine, dans une de vos machines, et après aller gratter 2 jours de formation. À 1000 balles la journée, quoi. Enfin, voilà, sujet. Alors, cet état de fait, il implique quand même que les mécaniciens, parce que là, on est sans doute en train de cueillir les fruits d'un discours, il y a combien, Jean-Hugues 20, 30 ans Ouais, même presque 40, on va dire. D'un discours. Alors, il y a 2 choses. Il y a eu un discours en France assez hostile à l'industrie, ça c'est une chose. Mais il y a eu quand même aussi l'idée, moi c'est un industriel qui m'avait dit ça, et puis après il l'a regretté de me l'avoir dit, parce que je l'ai un peu trop répété. Tu sais, me dit-il, l'industrie du futur, il y aura un homme et un chien. L'homme pour donner à manger au chien et le chien pour s'assurer que l'homme ne touche à rien. Voilà. C'est pas Nostradamus. Exactement. Alors, la réalité, c'est que les mécaniciens ont bel et bien une place centrale. Est-ce qu'on peut essayer de la détailler, justement ? Je pense qu'il y a des spécialistes de la mécanique, mais les mécaniciens font des pièces physiques. Et à partir de là, on vit dans un monde matériel, malgré tout. Si on veut produire, il faut des pièces mécaniques, il faut les concevoir, il faut les fabriquer. Et voilà, donc l'aventure humaine dans l'industrie est présente et pour un bon moment. Oui, voilà, c'est ça. La vision de science-fiction, la vision futuriste de l'industrie, à mon avis, est complètement... ça n'a pas de sens. Et paradoxalement, d'ailleurs, de plus en plus, on parlera ensuite de l'évolution de la robotique, puisque tu es en plein dedans, mais paradoxalement, de plus en plus, en fait, les hommes vont de plus en plus évoluer. Exactement. À côté des machines. Voilà, ce qui évolue, c'est les tâches. Très clairement, dans un pays moderne, on n'a plus besoin de tâches de manutention aliénantes. D'ailleurs, plus personne ne veut les faire. On ne peut plus demander à un jeune de faire, qui joue à des jeux vidéo ultra sophistiqués toute la journée ou toute la nuit, de passer des journées à faire des boulots débiles. Ça n'a plus de sens. Donc ça, ces fonctions-là, elles disparaissent et elles vont disparaître définitivement. On est d'accord. Mais par contre, toutes les fonctions de création, d'innovation, etc., de réglage, de maintenance, ça existe, ça existera longtemps. Et c'est là-dessus qu'il faut aller. On a besoin de ces fonctions. Moustapha, concrètement, tu le décrivais un petit peu tout à l'heure, mais on peut donner un peu plus de temps sur la place de ces mécaniciens dans l'industrie digitale. Moi, je dirais ceux qui pensent qu'on peut s'en passer des mécaniciens, ou bien ceux qui mettent en question l'importance des mécaniciens dans l'industrie du futur, je dirais qu'ils sont un peu en décalage. Le mécanicien, il va rester indispensable. Moi, je le vis dans mon quotidien. On travaille sur beaucoup de solutions remote. Ça veut dire il y a plein de choses, il y a des solutions de configuration qui nous disent il y a telle et telle problématique qu'on peut régler en remote tout en utilisant le logiciel.
Mais il y a plein de situations où on ne peut pas s'en passer d'un mécanicien. Là, par exemple, pour donner un exemple concret, une solution qu'on propose sur notre stand, il y a la machine qui est standalone avec le logiciel. Il y a une pièce qui doit être fixée sur un posage. Et pour alimenter la machine, il y a un convoyeur. Le convoyeur, il a 3 palettes. Et les 3 palettes sont alimentées par un robot. Un robot qui va chercher la pièce sur une palette, il la met sur une autre. Le convoyeur la ramène vers la machine et la machine, elle est contrôlée. Comment mettre ça en place? Je veux bien que quelqu'un me montre sans la présence d'un mécanicien. Après, tout ça, ça doit être programmé. Et aujourd'hui, c'est vraiment, on schématise un peu le métier de futur, c'est que de l'IT, de l'informatique. Moi, aujourd'hui, le problème que l'on a dans le recrutement, c'est pas trouver des gens qui maîtrisent les ordinateurs, qui sont familiers avec les données. C'est plutôt les gens de métier. Moi, dans mon métier à moi, vont me donner quelqu'un qui sait lire les plans, une formation de 6 semaines, je peux le former à utiliser mon logiciel de contrôle, qui est Calypso dans ce cas, pas de problème. Mais il doit connaître le métier, il doit être un mécanicien qui a déjà touché au vis et qui connaît de quoi on parle et qui connaît la pièce. Mais juste l'imaginer comme ça, on n'est tous pas être bimés, on n'a pas été projetés dans ce qu'on fait aujourd'hui. On a touché à des choses pour pouvoir bien les comprendre. Nicolas, là aussi pareil, de quoi est-ce que tu as besoin quand tu réfléchis formation, quand tu réfléchis à des choses comme ça? La première chose que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, même si on sait automatiser beaucoup de choses, le logiciel, ça reste une boîte à outils. Donc il faut quelqu'un derrière quand même pour Voilà, s'en servir. Hein. Je vais commencer par là. Après, je pense qu'on a déjà quand même évoqué pas mal le sujet. Hein. Il faut toujours des hommes. Il faut des hommes pour développer le logiciel. Il ne s'autocrée pas. Hein. Donc il y a toutes les équipes de développement derrière. Ça, c'est chez toi et chez le client aussi, en fait. Ça peut, bien sûr. Voilà. Nous, on développe le logiciel tel qu'il est dans sa version générique, mais on fait aussi du développement à façon et le client peut aussi adapter le logiciel à son besoin. Donc, on a besoin d'hommes, on a besoin de mécaniciens. La notion de mécanique dans le métier dont on parle, elle est importante. La formation, Mustapha le disait, à partir du moment où on a quelqu'un qui connaît le plan, nous, on a tous les moyens humains pour pouvoir former une personne à utiliser nos outils, nos logiciels et nos produits. Maintenant, il faut quand même quelqu'un derrière. Voilà, il faut quelqu'un. Et même quand on fait de l'automatisme très poussé, il faut plusieurs têtes pensantes derrière. Hein. Ça ne se fait pas tout seul. Hein. Et puis il faut quelqu'un pour contrôler. Et puis il faut quelqu'un de terrain pour nous indiquer ce qui doit être fait. Parce qu'un développeur, c'est pas un mécanicien non plus. Alors, Jean-Hugues, il y a un sujet quand même, et c'est là. Les 10 dernières minutes seront très très bien pour en parler. Globalement, on est quand même sur l'idée que l'industrie digitale va supprimer, comme tu le disais, les tâches les plus répétitives, des tâches absurdes, et que ceux qui faisaient ces tâches seront capables d'en faire d'autres. Est-ce que là, on ne se berce pas d'illusions? Alors, je suis content qu'on parle de ce sujet parce que là, nous, on a une réponse, bien sûr, pour nos métiers très concrète. On a énormément d'exemples d'applications où les gens qui étaient sur la ligne, donc qui faisaient des boulots effectivement, encore une fois, assez aliénants, il faut bien le reconnaître, avec de la formation, sont ensuite capables, non pas de concevoir des lignes robotisées, bien évidemment, mais de surveiller la ligne, de gérer le fait que la ligne se passe bien, parce que eux, quand même, connaissent tous les détails de la ligne. Hein. Ils savent où sont les problèmes, où potentiellement peuvent arriver les ennuis. Donc, ils vivent ça plutôt comme une promotion. Ils sont formés 3-4 mois, on va dire, des fois moins, ça dépend aussi de leurs compétences de base, mais ils ont ensuite l'impression de justifier, de superviser la ligne. Et finalement, pour eux, c'est une vraie évolution. Et ils en parlent d'ailleurs dans leur famille. Enfin, on a vraiment des retours extrêmement intéressants sur le sujet. Donc, je ne dis pas que ça s'applique à tous les cas, mais c'est quand même possible. Il faut être un peu créatif, il faut le vouloir, il faut essayer de s'en occuper, mais ça me paraît absolument indispensable. Sinon, on fera des gens qui auront des problèmes d'intégration. Enfin, ça sera très compliqué. Oui, évidemment, mais c'est possible. Voilà, ce que tu dis, pour nos métiers, c'est possible. Après,
Voilà, ça dépend des jobs, bien évidemment. Mais ça me paraît... La dimension sociale, de toute façon, doit faire partie de l'évolution des entreprises. On n'aura pas d'entreprise performante sans dimension sociale. L'évolution va dans ce sens, c'est évident. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Encore, Non, tu veux ajouter quelque chose, non, Moustapha? je le vis aussi sur la partie développement des individus au sein des entreprises. C'est-à-dire, moi, je constate aujourd'hui, les meilleurs commerciaux que j'ai, c'est ceux qui savent parler la langue du client. Ça veut dire, à la base, on revient toujours au même point, c'est des mécaniciens, c'est des gens qui ont touché à la matière, qui connaissent les problématiques des clients et qui l'aident à orienter sa solution. Et ça, c'est les personnes the most successful, avec Le taux de succès le meilleur. Exactement. Ce Tout que à tu fait. veux dire, c'est que tu peux même reconvertir en commerciaux certains de tes mécaniciens qui n'auraient pas l'appétence, l'envie, etc., de se former pour progresser dans leur métier. Et- Exactement. Ça veut dire, bon, un technicien, un bon technicien, un bon mécanicien, il est déjà, on peut dire, il est bien câblé dans sa tête. Parce que là, pour la partie maintenance, la partie service, il y a toute une procédure, toute une chronologie de la façon dont on traite les problèmes. La façon, là, quand on veut coder quelque chose, si on n'est pas bien structuré dans sa tête, on ne peut pas faire un debugging qui tient la route. Ça veut dire, et là, quand on est sur des dossiers compliqués, la gestion de projet, c'est la même chose. Ça commence par être structuré dans sa tête, avoir des jalons et pouvoir débugger et faire un suivi. Et la partie commerciale, quand on est dans le commerce avancé dans nos moyens qu'on essaye de mettre sur le marché, on parle plus de projets, on parle plus de processus. Ça veut dire il y a quand même un accompagnement et un conseil. Et pour faire l'accompagnement et le conseil, il y a plusieurs étapes, plusieurs jalons à suivre. Ouais. Et là, les mécaniciens et les gens qui connaissent la technicité sont prédisposés à être plus acceptés par le récepteur. Jean-Luc, tu me dis, quand on préparait ça ensemble, tu me dis, la France est un microcosme particulier. Oui, enfin, Alors, je ne sais pas si c'était publicitaire de ta part de le dire comme ça, mais avec des mécaniciens exceptionnels. Qu'est-ce que... Oui, parce que je pense qu'on a une culture mécanique qui était très puissante dans les années 70-80, donc qui ont vraiment essaimé des gens avec ces vraies facultés de conception mécanique. Et on a encore des mécaniciens qui sont des grands créateurs, hein, pas justement reconnus d'ailleurs, c'est dommage, mais on a vraiment un savoir mécanique quand même qui est indéniable. Il faut quand même imaginer se rappeler que dans les années 70-80, il y avait plus de fabricants de machines-outils en France qu'en Allemagne ou qu'en Italie. On était leader européen de la machine-outil quand même. Alors que maintenant, on est voisin de zéro. Donc, on a cette culture. J'ose espérer qu'en remettant des moyens intéressants, importants, on puisse retrouver ce plaisir à concevoir des pièces, à faire de la mécanique, à enlever du copeau. Ça me paraît... Et ils sont là aujourd'hui, les moyens, quand on entend le discours public, on a l'impression qu'ils sont là et qu'ils sont même massifs à travers plan de relance, France Relance. Enfin, les plans se succèdent d'ailleurs, hein, on a l'impression depuis 15 ans maintenant, pour essayer de moderniser l'industrie. Il est indéniable que des aides massives existent, ça c'est sûr et certain. Après, est-ce qu'il n'y a pas un peu de perte au feu dans la gestion de ces possibilités? Ça, c'est un autre sujet, parce qu'il faut aussi que les chefs d'entreprise puissent prendre possession de toutes ces aides. Encore une fois, il faut se mettre dans la peau d'une PME. Hein. Une PME de 10 personnes, ils n'ont pas forcément des spécialistes de la récupération de dossiers. Bien Ça sûr. prend quand même du temps. Hein. Bien sûr, tu as raison Voilà, là-dessus. donc, Ouais, tout mais à ça fait. existe, c'est sûr. Tout à fait. Nicolas, tu me disais que, parce qu'on peut finir quand même en étant un peu enthousiaste et positif, parce que ça m'a beaucoup surpris, tu dis non, mais tout le monde parle du retard français, alors notamment sur la machine-outil, parc de machines vieillissants, etc. Tu disais, je suis pas sûr, moi. Raconte-moi un peu. Pourquoi je dis que je suis pas sûr, c'est que ayant cette vision européenne, Moyen-Orient, Afrique, Russie, dans mon domaine, la France c'est le deuxième pays européen. Donc d'un point de vue du logiciel mécanique, Mastercam c'est le premier éditeur. On a passé de 310 000 licences dans le monde, donc on en vend quand même beaucoup. Hein. Et en France, c'est le deuxième pays. Alors, je dis européen, je fais une grosse erreur. C'est le deuxième pays, Europe, Moyen-Orient,
Afrique, en Russie. Donc ça veut dire quand même qu'on en place. Ça veut dire qu'il y a des sûr. besoins. Où est-ce qu'on en place? On en place des fois en remplacement d'une autre solution, mais on en place aussi dans beaucoup d'entreprises qui ne sont pas équipées et qui ont cette volonté d'aller de l'avant et de s'équiper et d'être plus productifs. Et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Je pense qu'on a un fort potentiel issu d'une belle histoire qui s'est un peu affaiblie, mais qui demande qu'à ce qu'on rallume l'étincelle et puis que ça reprenne feu. Et donc, moi, je ne parle pas de retard. Je ne pense pas qu'on soit en retard, même si tu cites l'exemple de la machine-outil qui fait mal, hein, voilà. Mais je pense qu'on part pas de zéro, en tout cas. Et on a encore de quoi faire, vraiment. Quels sont les arguments que vous utilisez pour pousser justement les industriels, et on parle des petits, hein, par exemple, pourquoi pas la vallée de l'Arve, à avancer, à se moderniser, à aller plus en avant dans cette industrie digitale? Alors, la vallée de l'Arve, c'est peut-être pas forcément le meilleur exemple parce qu'eux sont vraiment dans la pointe, dans leur secteur, ils sont vraiment en avance. Mais je pense que tout simplement, à un moment donné, si on veut rivaliser avec nos concurrents, enfin nos collègues, on va dire, d'Europe, hein, les Allemands, les Italiens en particulier, voire les Espagnols, il faut qu'on ait des machines qui soient performantes et qui aient le même niveau d'efficacité. Voilà, je crois que ça... Parce que quand on programme une machine 5-axes hyper rapidement, on a forcément un gain de productivité, donc on a plus d'efficacité et on devient plus intéressant pour des donneurs d'ordre parce qu'on est capable d'avoir des taux de revient plus bas, etc. C'est un peu le cercle vertueux quelque part. Mais c'est cette perception qui est dure à avoir en fait. Non? Bien sûr, c'est clair. C'est un peu virtuel, je suis d'accord. C'est un peu virtuel. C'est un peu virtuel et ce qui est le cœur de notre table ronde, ils savent aussi qu'ils n'auront peut-être pas, les hommes et les femmes, pour donner tout le potentiel à l'ensemble de leurs investissements. Il y a des jeunes filles aussi dans vos formations parce que c'est ça aussi le sujet, Alors, la place des mécaniciens et des mécaniciennes. Alors, pas assez, Pas assez, hein. mais on en a de plus en plus. Voilà. Mustapha? Pareil, et il n'y en a pas assez, mais de plus en plus. Moi, je connais pas mal d'entreprises françaises qui s'installent ailleurs pour les raisons des bonhommes qu'ils ne trouvent pas en France. Ouais. Et ça, c'est très dangereux. Très dangereux pour le futur de l'industrie française. Ouais, tu as parfaitement raison, parfaitement raison. Merci messieurs, merci d'avoir pris part à cette Merci. table ronde, merci Merci beaucoup. de nous avoir écoutés.